Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous commençons cette semaine une série d'Avent que nous voulons à la fois surprenante et inspirante. L'Avent est traditionnellement le temps de la préparation de Noël, un temps d'intériorité et de conversion. Alors pourquoi ne pas parler de conversion ? Nous avons choisi pour vous 4 figures de convertis dans un arbitraire tout à fait assumé, en faisant fi de la chronologie. Le but est simplement de vous présenter de beaux itinéraires de vie et de foi pour vous préparer à Noël. Cette semaine, nous allons vous présenter une sorte d'ogre, un personnage colossal qui écrivit des essais, des romans, du théâtre, des biographies, de la théologie d'une complexité folle et même des romans policiers. Il se convertit de la High Church d'Angleterre au catholicisme un beau jour de 1922. Il s'agit de Gilbert Keith Chesterton. Et nous allons en parler avec mes 2 invités. Philippe Maxence, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à L'Homme Nouveau, puis quand j'ai demandé comment vous vouliez qu'on vous présente, c'est amateur de Chesterton. Tout à fait, je pense que c'est assez chestertonien justement de fréquenter un auteur plutôt par sympathie et puis de développer un certain nombre de relations avec lui qui relèvent plutôt de l'amateurisme plutôt que de la spécialité en fait, voilà. Et Hubert Darbon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes traducteur de Chesterton. Est-ce qu'on peut traduire Chesterton ? C'est une tâche qui n'est pas aisée, mais oui, on peut le traduire. On y perd forcément un petit quelque chose. Mais je pense que c'est une belle tâche. En tout cas, c'est un beau défi pour un traducteur. Alors peut-être parce que tous nos téléspectateurs ne sont pas familiers avec Chesterton, peut-être, qu'est-ce que ça représente Chesterton pour la littérature anglaise, puisque j'ai commencé à le dire, hein, il est anglais. C'est qui ? Est-ce que c'est quelqu'un de très connu ? Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu mineur ? Alors il a été très connu et très représentatif évidemment de son vivant, où il a occupé au physique comme au moral, si je puis dire, une place très importante. Assez imposant. Assez imposant, effectivement, physiquement. Aujourd'hui, il est un peu oublié, en Angleterre en tous les cas, moins dans le monde anglo-saxon américain, où il est encore lu, encore édité. Les œuvres complètes de Chesterton sont éditées aux États-Unis. C'est un signe aussi de l'intérêt de ce pays en tous les cas du monde catholique pour Chesterton. En France, il est un peu oublié aussi. Il y a heureusement des traducteurs qui nous proposent des nouveaux ouvrages, parce qu'il a beaucoup été traduit en français, mais souvent les mêmes ouvrages ont été retraduits. On parlait de l'Auberge volante, un de ses romans, c'est un peu le cas. Donc en France, il est méconnu et il mérite d'être à nouveau découvert, parce que pour un Français, c'est une rencontre assez surprenante. Pour un Français ou pour un francophone, en fait, pour tous ceux qui ont été un peu influencés par la façon de penser française. Même question, pour vous, c'est dans votre univers mental, vous connaissez bien la littérature anglaise, évidemment, et plus généralement anglophone. C'est très spécial, c'est une langue très spéciale, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? C'est une langue particulière, mais qui est le reflet d'un esprit très particulier. Donc, il y a une forme de... Un petit peu comme Chesterton physiquement, justement, on disait que c'est quelqu'un de très imposant. Mais donc son œuvre a quelque chose d'ogresque et en même temps il y a une légèreté et une finesse qui est perdue dans un écheveau d'œuvres. Il a écrit énormément de livres, énormément d'articles. C'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. C'est une langue très unique, mais la place qu'il a eue dans la littérature anglo-saxonne est importante. Et pour nous, même dans notre pop culture, c'est quelqu'un qui a eu une influence majeure sur un Tolkien ou sur C.S. Lewis, qui a contribué à la conversion de beaucoup de personnes. Je pense que justement cet attrait venait aussi de sa langue. C'est un journaliste, mais c'est aussi un poète. Et il a cette manière de combiner l'art de l'article assassin avec une sensibilité poétique qui est un petit peu unique.
Alors ça, voilà, une question intéressante, c'est effectivement, on connaît par la pop culture peut-être Chesterton parce que c'est aussi un auteur de romans policiers. C'est aussi, il a une influence sur Tolkien qui est catholique. Il a une influence sur C.S. Lewis qui est catholique. Qui est anglican. Oui, C.S. Lewis est anglican. Oui, au grand regret de son ami Tolkien. Mais qui a un lien. Vous avez raison, un lien avec le catholicisme. Moi, je pensais qu'il n'y avait que des anglicans au Royaume-Uni. Oui, mais on pense tout ça, évidemment. Vu de ce côté-ci de la Manche, le pays est évidemment anglican, comme les Anglais pensent qu'on mange tous des grenouilles. Oui. Voilà, c'est un peu les idées toutes faites. Et vous ne le faites pas, de manger des grenouilles? De grenouilles, non, ça m'arrive assez peu, pour tout vous dire. La dernière expérience que j'ai eue, c'est mal terminé. Donc je ne suis pas un mangeur de grenouilles, mais je suis bien un Français en revanche. Donc oui, le pays a été, à partir d'Henri VIII et surtout d'Élisabeth Ier, profondément influencé par l'anglicanisme. Religion d'État, donc l'anglicanisme étant une sorte de tentative de moyen terme entre le protestantisme et le catholicisme. C'est pour ça qu'on retrouve dans certains aspects anglicans, dans certaines cérémonies anglicanes, on retrouve les mitres, les crosses, chasubles, parfois des ornements liturgiques absolument somptueux, tout en reposant sur une doctrine résumée à 39 articles, qui est obligatoire, mais qui a une tendance plutôt protestante. Donc c'est une tentative de moyen terme qui a profondément façonné le pays, qui a profondément façonné les mentalités qui associent ce qu'est l'Angleterre à l'anglicanisme. Et pendant très longtemps, les catholiques, d'abord qui étaient interdits, c'est à la fin du XIXe siècle que le catholicisme trouve droit de cité publiquement. Pendant très longtemps, et même encore dans la première moitié du XXe siècle, les catholiques étaient perçus comme appartenant à une puissance étrangère, relevant d'une puissance étrangère, donc du pape, mais le pape vu non pas d'abord comme un chef spirituel, mais comme un chef temporel, et de ce fait-là, comme des mauvais Anglais. Quand on disait d'un catholique romain, petite précision importante dans le langage anglais, oui. Parce que une partie des anglicans, du moins, s'estiment catholiques. Et quand ils précisent romains, ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants du pape. Et de ce fait-là, papiste, pour eux, résume un peu les choses. Et c'était une insulte. Ça voulait dire, sous-entendu, un traître. C'est ça, un féodé. Un féodé, une puissance étrangère. Oui. Et comme beaucoup de catholiques vivant en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre en tous les cas, venaient d'Irlande par exemple, le catholicisme était aussi associé à des classes sociales basses. Et de ce fait, le monde politique, l'intelligentsia au sens large du terme, les regardait avec un certain mépris. Catholique était aussi synonyme de manque de culture, manque de raffinement, pas savoir se tenir à table, pas savoir parler correctement. Tout ça est associé dans un imaginaire qu'on a du mal à imaginer, qui a certainement disparu aujourd'hui, bien qu'il ait encore quelques places fortes. Mais voilà, c'est en gros le catholicisme, la perception du catholicisme dans lequel Chesterton va évoluer. Chesterton qui se tenait bien à table probablement, et non, en tout cas vu ça. Vous savez, il y a une superbe lettre de Valérie Larbaud à Paul Claudel qui date de, je crois, de 1910 ou 1911. Larbaud a rencontré pour la première fois Chesterton. Et il est stupéfait parce qu'il dit, quand il boit son thé, il en met partout, ses cheveux tombent dans sa tasse de thé. Il a l'air d'un ogre et d'un crétin. Il a l'air d'un ogre et d'un crétin, il faudrait lui mettre un bavoir tellement il se salit. Dans le Chesterton, c'est la truculence vivante, donc quand il buvait, quand il mangeait, il mangeait beaucoup, ça on l'aura compris, c'était pas proprement, non. Et de ce point de vue-là, il était complètement catholique. Sa conversion. D'où il vient? Quel est son itinéraire? Il vient de la petite bourgeoisie, son père était agent immobilier, il vient d'une famille de tradition anglicane et qui était unitarienne, c'est-à-dire donc qui professait la foi dans un Dieu unique, qui niait
la Trinité, mais qui était assez éloigné de la pratique. Il ne vient pas d'un milieu extrêmement religieux. Donc il vient d'une bourgeoisie assez classique qui a été, selon ses propres termes, très ouverte, qui lui a permis d'aller aux Beaux-Arts, qui lui a enseigné une forme d'esprit de tolérance et d'ouverture qui lui a été bénéfique par la suite. En tout cas, il ne vient pas d'un milieu qui le prédestinait à devenir le grand apologète. Est-ce que c'est un milieu, parce qu'on imagine aussi, j'égrène les clichés, hein, catholique, anglican, fin 19e, Victoria, moraliste, ce qu'on appelle l'ère victorienne. Oui, alors lui c'est toujours décrit, il a un rapport très intéressant à l'ère victorienne, il se considère lui-même comme un victorien, en tout cas il regarde souvent l'ère victorienne avec une forme d'admiration et d'effroi. Justement, je pense que toute sa formation intellectuelle et ses idées par la suite ont été forgées par cette ère victorienne contre laquelle il s'est beaucoup bagarré et en même temps qu'il a assumé pleinement en lui. On dit souvent que c'est un homme de paradoxe et je pense que celui-là en est un. C'était un des membres fondateurs de la Ligue antipuritaine, par exemple. Donc il a été profondément marqué, oui, par l'ère victorienne, à la fois pour s'en détacher, puis en même temps pour s'en revendiquer. Mais c'est vrai que le milieu familial, dans le rapport avec la religion, c'est plutôt une morale. On vit une morale chrétienne. Est-ce qu'on croit vraiment en Dieu ? Je ne sais pas, évidemment, je ne suis pas dans le secret des cœurs, mais c'est d'abord une morale sociale, quasiment, que l'on vit, qu'on partage avec d'autres. Et c'est d'autant plus vrai que, par définition, l'Angleterre est une superposition de différentes chapelles, de différents courants. L'Église anglicane est généralement décrite comme divisée en trois grands courants, mais entre ces trois grands courants, il y a évidemment d'autres petites chapelles. Les unitariens, comme il vient d'être dit, en sont effectivement, et donc c'est surtout ce qui relie tout ça. En fait, c'est une certaine morale et qui tient beaucoup à l'époque. Évidemment, vous avez cité Victoria, et c'est dans ce milieu qu'a grandi Chesterton, plutôt effectivement que dans une relation très enracinée et très spirituelle de la foi. C'est pas d'abord de là qu'il vient. C'est ça, c'est important pour comprendre un peu ce que va être. Parce que c'est un itinéraire de conversion, en fait. Oui, il est allé chercher justement la spiritualité ailleurs et dans des excès, comme qu'il a décrit lui-même plus tard. Mais, raconter les excès, visiblement. C'est absolument fascinant. Ouais. C'est très juste de le rappeler, c'est que Chesterton dit que il a perdu la foi. C'est à 12 ans, je crois, selon sa formule, et qu'il a essayé de retrouver une certaine forme de spiritualité à travers les essais, faire tourner les tables, rentrer en relation avec les esprits. Une grande spécificité de l'époque. Conan Doyle faisait ça. Mais bien sûr, c'est très répandu à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est de son époque, de toute façon. Donc il participe effectivement à ces choses-là. Et en même temps, très très vite, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais presque en exagérant qu'avant de rencontrer Dieu, vraiment, c'est le diable qu'il a senti. Et de ce fait-là, il y a une certaine crainte chez lui, quand il a vu que ces expériences supranaturelles pouvaient entraîner des résonances étranges. Il se dirige vers le journalisme. C'est quoi ? C'est une sorte de Dickens, c'est-à-dire une sorte de personnage un peu qui est aussi écrivain, journaliste, essayiste, etc. Est-ce que c'est un peu le modèle ? Un peu tout. Alors oui, Dickens, c'est bien nommé, Dickens. Bravo. Il a beaucoup compté pour Chesterton. Et Chesterton a beaucoup compté pour Dickens aussi, puisqu'il a contribué à en faire un des grands noms de la littérature anglaise.
Il est arrivé au journalisme probablement par le dessin, parce que sa première intuition, ça a été le dessin, la caricature. Et puis il est rentré vraiment, pour le coup, dans la vie journalistique et en rentrant dans les combats politiques de son époque. Mais oui, c'est une sorte de personnage univers qui est à la fois donc poète. Je pense que son identité profonde, c'est sa qualité de poète, dessinateur, pamphlétaire, romancier. Donc il a un peu touché à tout, ce qui rend l'abord de son œuvre parfois un petit peu compliqué. Et un peu comme Dickens, c'est-à-dire tirant un peu à la ligne parce qu'il vide sa plume et que c'est pas évident et que parce que le succès vient pas toujours, vient pas tout de suite en fait. Hein. Il a beaucoup écrit, ouais. Il a un peu tiré à la ligne au sens où, par exemple, la fameuse série des Father Brown Story, donc ces histoires policières où il met en scène un petit prêtre catholique. Dans le développement de la série, il y a un moment où il écrit beaucoup, parce que ça a un vrai succès pour le coup, il écrit beaucoup pour pouvoir financer le journal qu'il a lancé. Et c'est vrai que là, il tire un petit peu à la ligne, c'est-à-dire que les histoires de la fin sont moins bonnes que... N'attaquez pas le père Brown, c'est quand même incroyable. Non, je ne l'attaque pas, j'étais un grand lecteur du Father Brown, et d'autant plus qu'on trouve... même là, dans ces histoires policières qui semblent complètement, peut-être abracadabrantes à certains points, on retrouve toute la pensée, toute la philosophie profonde de Chesterton, toute cette capacité à susciter l'attention à travers, on parlait de paradoxe il y a un instant, à travers les paradoxes. Chesterton étant lui-même un paradoxe, puisqu'il dit dans Orthodoxie qu'il n'aime pas les paradoxes, parce que c'est mentir, et il le joue constamment avec des paradoxes. Mais comme le disait le père Denis, qui a consacré sa thèse sur justement les paradoxes de Chesterton, il y a les paradoxes dans le mode chestertonien, les paradoxes sont là pour un effet pédagogique, en fait, pour susciter vraiment l'attention de l'intelligence et la conduire là où elle ne s'y attend pas au début, parce que les évidences sont parfois trompeuses. Et on le retrouve ça aussi dans le Father Brown, à travers des histoires policières. Et c'est un peu le secret de Chesterton, ça. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le nonsense en anglais ? C'est-à-dire le fait d'être côté un peu absurde, un peu... Oui, si on veut... mais l'objectif du nonsense chez Chesterton est toujours d'arriver au sens profond. Il le dit lui-même, le paradoxe, c'est toujours une manière de retournement, parce que la vérité ne se voit que la tête en bas. C'est comme ça qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Il a beaucoup joué de ça. Peut-être on pourrait lui reprocher de l'avoir un peu trop fait, ou en tout cas d'avoir manifestement pris un plaisir un petit peu coupable à ça. Son œuvre, comme je disais, il y a un foisonnement à tel point qu'on a l'impression parfois qu'il se perd lui-même. En tout cas, il est tout à fait capable de perdre son lecteur. Mais c'est toujours pour arriver finalement à un sens précis et caché. Il faut arriver à le suivre, mais oui, son idée de la féerie, donc du monde de la poésie, c'est Tipsy Traveland, donc c'est le monde sans dessus-dessous. Voilà, il y a cet esprit qui est probablement très, très anglais, d'une sorte de légèreté dans la confusion. Il est journaliste, il est donc essayiste. Politiquement, je reviens sur mon idée de Dickens, on vous le situerait où ? Est-ce qu'il a ce côté très militant qu'a un Dickens sur il faut que l'Angleterre de l'ère industrielle se rende compte aussi des laissés pour compte. Enfin, on pense à tous ces... Oui, il a eu une vraie, en parallèle de sa vie littéraire, une vraie vie politique. Alors, le plus politisé, c'était son petit frère Cécile qui l'a ramené. Donc, mais ils sont passés tous les deux par un certain nombre de courants. Ils ont été chez les Fabiens, qui sont les socialistes non révolutionnaires anglais. Ils ont été libéraux. Chesterton s'est toujours défini comme un libéral.
au libéral au sens anglais, donc c'est-à-dire c'était cette alliance entre les Whigs et une certaine aristocratie terrienne dont l'objectif était de rendre ces lettres de noblesse au yeoman anglais, donc au petit propriétaire qui détient ses moyens de production. C'est quelque chose pourquoi il a toujours milité. Son parcours politique est un petit peu chaotique. Il y a beaucoup de choses chaotiques, visiblement, dans sa vie. Non, mais il n'a pas fait carrière dans la politique. Il a un petit peu milité à l'époque dans le Parti libéral. Mais lui-même ne s'est pas non plus... Alors paradoxalement, on le classe aujourd'hui comme un conservateur, mais il s'est beaucoup écharpé avec les Tories. Là encore, il est un petit peu difficile à situer avec précision. Oui, en tous les cas, c'est pas un conservateur, contrairement à ce qu'on cherche à dire aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait juste, ce parcours politique chaotique. La figure de son frère est très importante pour lui, son frère cadet, plus jeune, mais qui va avoir sur lui une influence considérable. C'était le plus militant, le plus engagé, d'un certain côté le plus extrémiste, qui deviendra catholique avant Gilbert. Et il y aura toujours une grande admiration de la part de Chesterton, enfin celui qu'on appelle Chesterton, Gilbert Chesterton. Il y aura une très grande admiration pour son jeune frère qui va mourir des suites de ses blessures en 1918. Et Chesterton, qui à mon avis n'était pas tellement fait pour la politique, va se faire un devoir en mémoire de ce frère de continuer ce combat, même s'il s'y est intéressé, même si effectivement il y a participé, de ce combat politique, social, économique, globalement anticapitaliste. Je crois qu'il ne faut pas hésiter sur les termes, même si Chesterton dit anticapitaliste au sens d'un capitalisme de grands propriétaires qui confisque les terres, qui confisque toute la propriété. Le grand mot de Chesterton, c'est s'il faut qu'il y ait un capitalisme, que la propriété soit très largement répandue. Trop de capitalisme, c'est pas trop de capitaliste, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez de capitalisme, au sens où il faut qu'il soit extrêmement répandu. Et sa critique du communisme est aussi que c'est un capitalisme d'État, en fait. Parce qu'il y a une concentration encore plus réduite. On voit la complexité, on ne peut pas le classer comme un conservateur. D'ailleurs, le mouvement dont il s'est réclamé, qui avait été fondé entre autres par Cecil Chesterton, c'est le distributisme, qui se voulait une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. Ça n'a pas vraiment accroché, encore qu'aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, aux États-Unis, on y trouve un certain écho. Ça tente de renaître. Effectivement, oui, mais des échos, je crois. États-Unis, Australie, il y a pas mal de... Ça revient, ce genre d'idées. Oui. Et c'était une troisième voie qui était pas mal inspirée de la doctrine sociale de l'Église. Chesterton raconte dans un de ses livres que... quand le pape Léon XIII a publié Rerum Novarum, donc la dite première encyclique sociale, avec ses amis Fabien, à l'époque il était plutôt de ce côté-là, ils ont un peu souri, quoi, ce vieux monsieur aux cheveux tout blancs qui, de son trône pontifical, pense pouvoir régler la situation sociale. Et puis quelques années après, son itinéraire faisant qu'il s'est penché de plus près sur les écrits de Léon XIII, il a constaté que en fait, ce que disait Léon XIII, c'est ce qu'il pensait désormais, et que une fois de plus, l'Église avait quelques années d'avance, non seulement dans l'analyse de la situation, mais pour présenter des solutions. Et le distributisme s'inspire un peu aussi de ce courant un peu bizarre, avec un nom bizarre surtout pour des Français, pour les oreilles françaises, s'inspire en partie donc de la doctrine sociale de l'Église. La conversion, le but de cette série d'avant, c'est d'essayer de voir les différents types de conversion, puis de montrer à quel point c'est compliqué. J'ai mis dans mon lancement, là, j'ai mis une date, 1922, c'est celle qu'on trouve un peu partout. En fait, est-ce que ça a du sens de dire ça pour Chesterton ? Est-ce que c'est une sorte de conversion, celle qu'on imagine, c'est celle de Claudel, derrière le pilier de Notre-Dame, boum, voilà, je suis converti, même si pour Claudel, c'est pas vrai du tout. Est-ce que là aussi, on est dans quelque chose de très brutal ou pas du tout ? Non, lui-même disait qu'il y avait 3 phases dans une conversion. Dans une conversion à l'Église catholique, la première phase, c'est
c'est ce moment où on n'est pas nécessairement d'accord avec ce que dit l'Église, mais en tout cas, on a l'impression que ce qui est reproché à l'Église n'est pas vrai. Et la deuxième phase, la plus longue et la meilleure, c'est celle où on découvre ce qu'est l'Église catholique et son message. Et la troisième, c'est celle où on veut fuir l'Église catholique. Parce qu'on se rend compte qu'on est pris. Ce qu'il dit lui-même, c'est qu'à partir du moment où on cesse de vouloir s'en éloigner, on se retrouve irrésistiblement attiré par elle. Et lui, cette deuxième phase a duré très longtemps, ici beaucoup plus. 1922, c'est la date de son baptême, effectivement, mais déjà, le monde entier s'est retrouvé très étonné quand il a reçu le baptême, parce que la plupart des gens pensaient qu'il était catholique depuis très longtemps. C'est ça. Et lui-même s'amusait à dire que pendant des années, il avait failli se convertir au catholicisme et n'en avait été empêché que parce qu'il était déjà catholique. Donc que sa conversion, en fait, ça a été ce long cheminement relativement doux. Il y a eu des écueils, évidemment, mais en réalité, ce qu'il explique, c'est que ça faisait bien longtemps qu'il était catholique et qu'il fallait simplement... De fait, quand il fait paraître en 1905 son essai hérétique, et puis qui sera suivi en 1908 d'un autre essai en réponse à des critiques orthodoxie, il est considéré par toute l'Angleterre, et bien au-delà d'ailleurs, comme papiste. Il faut même être très précis, donc comme catholique romain. Et il est dénoncé comme papiste. Or, il ne l'est pas. Et outre les difficultés d'ordre intellectuel ou spirituel, il y a aussi un élément très existentiel, si je puis dire, c'est que son épouse l'avait ramené, l'avait conduit à l'anglicanisme, à Church. Donc ce courant de l'Église anglicane qui, on va dire pour faire très très vite, qui se rapproche le plus du catholicisme à travers les rites. C'est les funérailles de la reine d'Angleterre. Et une funéraille de la reine. Voilà. De la reine là, on a eu une très belle une grande partie manifestation de la doctrine. Et Chesterton a toujours craint que, devenant formellement catholique, même s'il l'était intellectuellement, mais devenant formellement catholique par le baptême, par l'adhésion à tout ce que représente le catholicisme, il avait peur d'une séparation, enfin d'une difficulté avec son épouse, qui se convertira après lui. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'il n'est pas converti à Jésus-Christ, mort, ressuscité, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Enfin, je veux dire, il est pas... Bien, vous savez votre credo. Oui, non, mais je veux dire, il croit déjà à tout ça. Donc concrètement, c'est quoi qu'est-ce que ça signifie d'être... c'est juste de dire je crois au pape ? S'il fallait que je résume aussi bien que voilà. vous, si je peux tenter, il croit que l'Église, c'est Jésus continué. C'est Jésus-Christ continué. Vous savez, c'est la formule de Bossuet m'échappe à l'instant, là, mais Bossuet définit l'Église comme Jésus-Christ qui est continué à travers les siècles. Et cette Église catholique, c'est ça, parce qu'il voilà, pourrait y penser que l'Église anglicane est aussi Jésus. Enfin... Oui, d'une certaine façon, évidemment, puisqu'elle croit au Christ, mais après, elle croit au Christ dans des interprétations diverses. Oui. Et justement, il n'y a pas d'unité. C'est ça qu'il cherche. Il y a une unité de moyen terme, si je puis dire, dans l'Église anglicane. Si vous adhérez aux différents articles qui constituent la foi anglicane, si vous adhérez formellement, vous êtes anglican. Après, vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité doctrinale, il n'y a pas d'unité liturgique, il n'y a pas d'unité, oui, c'est ça, d'unité doctrinale et liturgique. Et il n'y a pas d'unité de la hiérarchie. Donc, c'est toujours un aspect politique. On cherche des compromis. C'est une recherche de compromis permanent. Et Chesterton va chercher vraiment cette unité, cette vérité. Et il nous dit autre chose aussi après sa conversion formelle au catholicisme, c'est qu'il est devenu catholique aussi pour effacer ses péchés. Il y a un très très beau passage dans ses souvenirs où il explique que le sacrement de la confession, le sacrement de pénitence,
ou la réconciliation, enfin peu importe comment on l'appelle, à dire vrai, est un moment capital pour lui. Parce que dans toute sa pensée qu'il a depuis toujours, il y a cette défense de l'innocence. Il faut retourner à l'innocence première. Et le sacrement de la confirmation, que les anglicans ne reconnaissent pas. Ne reconnaissent pas, oui. Le sacrement de la confession, merci, ouais. de la confession permet ce retour à l'innocence. Vous vous accusez de vos péchés, vous êtes absous, vous retrouvez l'aurore d'un premier matin, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hubert Darmon? Oui, pour compléter, effectivement, enfin, pour aller dans votre sens, il parlait lui-même dans sa conversion à l'anglo-catholicisme, donc ce qu'on appelle l'anglo-catholicisme, ce mouvement de la haute église anglicane, d'une conversion incomplète. Il avait dans l'idée que toute hérésie, donc tout ce qui s'est éloigné dans l'histoire de l'Église catholique, avait pour problème de prendre seulement une partie des choses pour taper sur les autres. Et il disait, mais qu'est-ce qui arrive quand une autre personne considère que c'est un autre des aspects de l'Église qu'il faudrait garder et que c'est celui en quel vous croyez qui se trouve être faux? L'Église catholique romaine a cet avantage que, de son point de vue, qu'elle prend tout, qu'elle englobe tout, que la succession apostolique c'est faite. C'est intéressant parce qu'on voit bien, enfin, c'est vrai que dans un univers catholique comme le nôtre, on a du mal à mesurer cette mystique de l'Église qu'on trouve par exemple chez le cardinal Newman. Enfin, c'est vraiment, c'est à ça qu'il adhère en disant je suis catholique plutôt. Parce que finalement, les articles de foi catholiques, le credo, et même sa manière de faire de la théologie ne change pas forcément beaucoup. Enfin, je veux dire. Oui, mais ce qui lui a plu, et je pense que ce qui l'a converti, c'est sur cette idée-là. Une hérésie qui se détache de l'Église catholique est une nouvelle chose et les nouvelles choses vieillissent. Et l'Église catholique est la seule chose suffisamment vieille pour être toujours jeune, donc avec suffisamment de passé pour pouvoir... Voilà. Mais c'est tout à fait juste ce qui vient d'être dit, parce qu'il l'exprime dès orthodoxie, donc dès 1918. C'est ça, avant qu'il soit, bien avant qu'il soit où il dit, officiellement converti. Là, à ce moment-là, il ne parle pas d'Église catholique, il parle de l'Église historique. Mais justement, il dit l'Église, c'est celle qui est à la fois pour le mariage et la procréation, et à la fois pour le célibat. Elle est à la fois pour la pauvreté et pour la richesse du culte, par exemple. Elle est à la fois pour les croisades et en même temps pacifique. Voilà. Et il dit cet ensemble de contradictions ne trouvent leur unité qu'au sein de l'Église, en fait. Ça lui correspond bien. Cette idée du contradictoire qui en fait est quand même plutôt. Mais oui, mais en même temps c'est très profondément juste. Oui, tout à fait. Et l'insistance sur l'hérésie me semble juste parce que Chesterton c'est plutôt c'est plutôt l'analogie. C'est une chose et une autre, pas une chose contre une autre. Et en même temps. Pas forcément en même temps. Chacune a sa place. Là, on ne rentrera pas dans des débats plus contemporains. Je ne tomberai pas dans le piège. Non. Mais c'est vraiment... on essaye d'associer toute la réalité humaine dans sa complexité. Et je pense que c'est quelque chose qui le fascine très profondément. Et on disait qu'il avait été considéré comme un catholique bien avant sa conversion formelle. Et c'est d'autant plus vrai qu'en 1910, il fait naître un personnage qui est le père Braun, alors que lui-même n'est pas officiellement catholique, et ce personnage est un prêtre catholique romain. Donc de quoi surprendre son entourage. Est-ce qu'après son baptême, donc 1922, est-ce que vous diriez que l'œuvre change ? Ou que justement, tout était déjà préparé, donc tout est plus ou moins... Est-ce qu'il se met à écrire des louanges au pape est-ce qu'il joue aux papistes ? Alors, en un sens, oui. Disons qu'on retrouve toujours, évidemment, le même style, les mêmes thèmes, les mêmes grandes idées. La différence, c'est qu'il s'est consacré dans un certain nombre d'ouvrages à expliquer pourquoi il était devenu catholique. Et je pense que c'est aussi en réponse à l'incompréhension que ça a causé. Ouais. Lui-même l'a vécu comme une rupture, c'est évident. Son baptême, ça a été l'un des grands moments de sa vie.
Je trouve, en tant que lecteur et traducteur, qu'on a toujours le même Chesterton. Il n'y a pas de rupture foncière dans le style ou même dans les goûts qu'il exprime, mais lui-même a cherché peut-être un petit peu plus précisément à s'expliquer là-dessus et puis à défendre. C'est un de ses premiers essais s'appelle Le Défenseur, et il s'est toujours lui-même vu de cette manière. Donc, son objectif, une fois qu'il a franchi le cap, ça a été de prendre fait et cause de manière très explicite pour le papisme, pour l'Église romaine. Et donc, on voit dans son œuvre qu'il se met à expliquer ça de façon plus précise. Il a publié plusieurs ouvrages. Pourquoi je suis catholique, l'Église catholique et la conversion. Mm-hmm. Donc, il y a cette mention plus explicite du catholicisme, mais au fond, c'est toujours Chesterton. Et pourtant, beaucoup de ses critiques l'accuseront de devenir, après sa conversion, un apologète constant de l'Église. Mm-hmm. Je citais Valéry Larbaud en 1911, où il est enthousiasmé par Chesterton. Dans les années 30, il écrit, Valéry Larbaud étant un critique et un écrivain français de très grande tenue, oui. Dans les années 30, il devient très critique. Il y a des articles de Larbaud sur Chesterton où il dit, alors je le dis avec mes mots, parce que je n'ai pas la mémoire exacte des termes, mais il est vraiment lassant maintenant. Oui, il en fait trop. Et Larbaud n'est pas particulièrement critique, enfin il n'est pas particulièrement catholique, mais il n'est pas particulièrement critique du catholicisme. Enfin, je veux dire, lui-même trouvait que... Il était fasciné par le personnage et par l'écriture et par l'œuvre de Chesterton, et il trouve que... là, il y en a trop, là, quoi. Devenu catholique, cette œuvre perd de son sel. Moi, je ne trouve pas, personnellement, mais c'est... Et je pense que c'est probablement moins lié au catholicisme de Chesterton qu'au personnage. C'est un personnage qui peut devenir... C'est un écrivain qui peut devenir lassant. Ça y est, vous l'avouez. Je le trouve pas lassant, mais je comprends qu'on puisse le trouver tel. Passer d'une œuvre de Chesterton à une autre peut donner à la fois l'impression de tomber sur une nouvelle pépite à chaque page, et en même temps vous retrouvez avec un tas de pépites qui est presque trop à avaler. Donc il y a une forme une forme d'écriture qui serait un peu fort d'appeler cancéreuse, mais il y a une... De même que lui-même, physiquement, ne cessait de prendre de la place. Oui. Il disait qu'il pouvait laisser 4 places aux dames dans le bus. Ça, c'est très anglais. De même, son œuvre foisonne, et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de rabâcher, de redire les mêmes choses, de façon toujours un petit peu différente. Est-ce que vous diriez que c'est un peu de mauvais goût ? C'est comme ça qu'il a été perçu un petit peu, mais c'est lié à c'est probablement lié à une époque. Et, enfin, là où c'est intéressant, c'est qu'il était très apprécié aux États-Unis. Lui-même appréciait beaucoup les États-Unis. Il trouvait que cette jeunesse et cet enthousiasme de l'esprit américain, qui était probablement considéré comme un petit peu vulgaire dans l'Angleterre post-victorienne, était très, très enthousiasmant. Donc, oui, il y a un côté chez lui. Il y a un côté chez lui très anglais, mais en même temps un petit peu américain, dans cette espèce de démesure permanente. Je pense que l'Amérique du début du XXe lui correspondait assez. Elle était à la mesure de sa taille et de son poids. Exactement. Les grands espaces étaient ouverts devant lui, même si la période de la prohibition l'a profondément... oui, parce que ça, c'était pas trop... lui a profondément déplu. Non, c'est pas du tout... Y compris le moralisme, enfin, je veux dire... parce qu'on peut pas dire que ce soit un moralisateur. Je veux dire, il se convertit au catholicisme, mais il se convertit pas à la morale catholique dans le sens au moralisme catholique. Non, absolument pas. Ouais. Ça, ce serait difficile de voir en Chesterton un moraliste au sens péjoratif du terme. C'est pas... Je veux dire, c'est ce qu'on a par exemple reproché, enfin c'est ce que Gide reprochait à Claudel en disant qu'il s'était confié dans une sorte de moralisme. Bon, c'est pas du tout le même type de parcours. C'est vrai que chez les écrivains français, parce que vous citez Claudel, mais on pourrait dire un peu la même chose de Maritain, il y a cette volonté toujours de convaincre les autres, de les sortir de là où ils sont pour les mettre dans une bonne voie. Alors peut-être que je me trompe parce que j'ai jamais regardé Chesterton sous cet angle-là, mais j'ai pas l'impression
il pouvait discuter avec ses adversaires. Enfin, c'est une de ses grandes qualités aussi, ou des grandes qualités de l'époque, c'est qu'il discutait avec ses adversaires à travers des journaux et donc des articles qui parfois étaient extrêmement virulents. Et il les retrouvait le soir autour d'une bonne bouteille, d'une bonne table, dans un aspect très humain en fait. Je crois qu'il assume toute l'humanité de Chesterton et il ne réduit pas justement un moralisme, même s'il a une vie droite, une vie de souffrance aussi. Hein, c'est un aspect qu'on oublie souvent chez les Chesterton. Je dis les Chesterton parce que là, on peut parler du couple. C'est que derrière cette truculence, derrière ces paradoxes, ces bons mots, ce feu d'artifice perpétuel d'idées, de concepts, d'images écrites, etc. Et il y a un homme qui aime énormément les enfants, par exemple, qui développe d'ailleurs toute une théorie de l'esprit de l'enfance. Hein. Il rappelle justement ça dans toute son œuvre. Et c'est un homme qui ne pourra pas avoir d'enfants. Et c'est une souffrance donc du couple Chesterton, une souffrance énorme. Et peut-être que d'ailleurs il s'est, mais là c'est une hypothèse de ma part, mais peut-être que il s'est un peu noyé dans l'écriture foisonnante parce que le soir quand il rentrait à la maison, il n'y avait pas une ribambelle d'enfants comme il l'aurait aimé. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, non, mais je rejoins entièrement ce que vous venez de dire. C'est pour ça aussi qu'il a développé cette mystique de la joie. La joie, c'est l'arme secrète du chrétien, comme il le disait lui-même. Et donc, effectivement, il l'a déployée devant le monde. Il a toujours été très pudique sur sa propre vie privée, très peu parlé de sa femme, très peu parlé de lui-même ou de ses souffrances. Et c'est intéressant que vous parliez, que vous ayez mentionné Claudel et ce côté peut-être un petit peu plus lourd qu'on trouve chez des convertis français. Claudel a beaucoup apprécié Chesterton parce que c'était facile d'apprécier justement ce débordement de joie, mais Chesterton n'a jamais tellement parlé de Claudel, alors qu'il était francophile. Il y a quelques articles sur Claudel quand même. Mais on n'a jamais senti qu'il le... Oui. Je crois que... Claudel n'a jamais obtenu de Chesterton la reconnaissance et les réponses qu'il aurait bien aimé avoir. Mais oui, je pense que on ne peut pas comprendre le personnage sans avoir cette vision de ce qu'a été sa vie privée. Et ce qui explique peut-être ce débordement littéraire. Alors ce débordement, il nous reste une dizaine de minutes. Comment rentrer dans cette œuvre ? Voilà, ça va être votre difficulté, parce que justement, on a bien compris que c'est très protéiforme, c'est très ogresque, comme vous avez dit. Qu'est-ce que vous conseillez ou quel est par quoi vous vous êtes entré, peut-être ? Alors moi, je suis entré dans la lecture de Chesterton à l'âge de 15-16 ans, je ne sais plus très bien, par orthodoxie. Ah oui. Donc son essai, un de ses essais célèbres. Parce que moi, à votre âge, je lisais le Père Brown. Moi, je préfère les romans policiers. Le Père Brown. Mais rassurez-vous, j'ai lu Orthodoxie, j'ai strictement rien compris. Et notamment, il y a une phrase une phrase célèbre d'ailleurs de Chesterton qui est dans Orthodoxie. Le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et ça, vraiment, je ne comprenais pas cette phrase. Ça. Donc j'étais amené à relire et à re-relire Orthodoxie pour comprendre ce que je ne comprenais pas tout simplement. Et puis de fil en aiguille, j'ai tiré les fils et j'ai lu d'autres ouvrages. Personnellement, j'estime qu'il n'y a pas une manière unique d'entrer dans cette œuvre protéiforme de Chesterton. Si vous êtes plus attiré par les romans policiers, commencez par les Father Brown, en sachant que c'est l'âge du roman policier anglais du début du XXe siècle. Oui, donc il n'y a pas de police scientifique. Voilà, donc c'est quelque chose de... Une sorte d'Agatha Christie. De daté, oui, il faisait partie du même club d'auteurs de romans policiers. Si vous aimez les essais littéraires ou les monographies, il en a écrit plusieurs, hein, il a même commencé par ça. Si vous êtes sensible à la poésie, que vous lisez l'anglais, parce qu'il y a très peu de traductions françaises et de sa poésie, il faut rentrer par là. Si vous êtes plus sensible à son approche politique, économique et sociale, il y a
a quelques essais politiques et sociaux qui s'offrent à vous, ou même un roman comme L'Auberge volante, par exemple. C'est quoi l'auberge volante? Racontez-nous un peu, sans spoiler, comme on dit maintenant. Mais C'est très difficile de résumer L'Auberge volante, mais disons que c'est un... bon, c'est pas possible de spoiler. C'est l'histoire de l'invasion par la collaboration entre l'élite libérale aristocratique anglaise au pouvoir, c'est l'invasion de l'Angleterre par l'islam. Et évidemment, c'est une résonance peut-être aujourd'hui. Et donc l'auberge volante, puisque les libéraux puritains et les musulmans s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas boire d'alcool. Et donc l'auberge volante, c'est un officier irlandais qui trouve le moyen, en jouant sur l'interprétation de la loi, d'offrir à boire en prenant une enseigne d'auberge et en la changeant de place dans le pays. Et il est poursuivi, etc. Et ça finit par une immense bataille où tout se finit merveilleusement, dans le sens de Chesterton. Mais il y a un autre roman là, dont le nom m'échappe, qui est plus sur sa vision politique. Le Napoléon de Notting Hill, peut-être ? Non, c'est pas celui-ci que je pensais, mais on peut l'inclure effectivement. Ah, c'est quoi le Napoléon de Notting Hill? Racontez-nous un peu, pour donner envie de... C'est le soulèvement d'un quartier de Londres qui prend son indépendance. Ça, c'est la vision très anti-impérialiste de Chesterton, dont on n'a pas parlé. Oui. C'est pas comme Kipling. Hein. Non, c'est pas du tout. Mais qui a joué son anti-impérialisme joue aussi dans sa quête de la foi catholique. Parce que le vrai universalisme se trouve au niveau de l'Église, pas au niveau des sociétés politiques. Vous, c'est quoi votre préféré? D'abord, celui que vous avez traduit. Celui que j'ai traduit, c'est un de ces nombreux recueils d'articles. Oui. C'est ce qui est une bonne... je vais faire un petit peu de publicité. Vous c'est avez une bonne bien manière d'y rentrer, parce qu'on y retrouve... Dites-nous tout, l'éditeur et tout. Hein. Beaucoup de son esprit. Donc, c'est Les Petites Choses Formidables chez Desclés de Brouwer. C'est un recueil d'une 50aine d'articles qui parle à la Chesterton, qui tire des leçons philosophiques ou théologiques du contenu de sa poche, ou d'un voyage en bus, ou d'un accident de fiacre qui a pu lui arriver dans Londres. Et en général, il tire des grandes leçons universelles à partir de très petites choses du quotidien. Pourquoi vous avez choisi ça? Peut-être parce que c'était pas traduit. Parce que c'était pas traduit. Il y a un certain nombre de ces recueils qui n'ont pas été traduits. Peut-être aussi parce que, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, pour un certain nombre d'éditeurs, on aurait l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose. Mais à ce titre, Chesterton est un très bon pédagogue, mais parce que j'avais été frappé par un certain nombre de textes là-dedans, notamment celui où il parle du contenu de ses poches, où il explique qu'on peut retrouver tout l'univers et on peut déduire d'un ticket de métro ou de tram qu'on trouve dans sa poche, ou d'un briquet ou d'un canif. On peut refaire l'histoire de l'humanité si on y réfléchit comme il faut. Donc je trouvais que c'était assez stimulant comme lecture, et puis j'avais envie de me frotter à Chesterton en tant que traducteur. C'est le premier ouvrage que j'ai traduit. Justement, peut-être on n'en a pas parlé, la langue de Chesterton, vous avez dit c'est très bizarre, c'est très spécial. Comment vous diriez? Très érudit, très... C'est à la fois... Il y a des mots un peu compliqués, on sent... Un petit peu, je pense que ce qui est compliqué, c'est plutôt sa syntaxe, c'est ça. Et puis tout simplement, ce qui est difficile, c'est de savoir où il veut en venir. Il aime beaucoup jouer sur les mots, et donc vous pouvez traduire 2-3 pages en ayant l'impression d'avoir bien traduit un de ses concepts, et vous vous rendez compte à la fin que tout ça c'était pour faire un calembour, et que ce calembour révèle toute son idée et éclaire. Ça, en français, comment on fait? C'est très difficile. Je m'efforce de mettre le moins possible de notes, ou de laisser le moins possible de mots en langue anglaise. Donc c'est très stimulant. Ouais. Il faut savoir qu'à un moment assez tôt d'ailleurs, Chesterton en fait dictait ses articles.
Il faut s'imaginer ça. Il avait une langue quand même très très bien maîtrisée. Oui, c'est donc, ça. il dictait à sa secrétaire. Et, Il riait plus que les autres. voilà. Et le matin, il arrivait, il commençait par allumer son cigare, faire un signe de croix avec son cigare, et puis il se mettait à dicter. Et puis, ouf, ça partait comme ça. Et on est, personnellement, je trouve ça, moi qui dois écrire de temps en temps des articles, où je reviens, et grâce à l'ordinateur aujourd'hui, c'est quand même, au traitement de texte, c'est quand même beaucoup plus facile de revenir, d'effacer. Ah oui, ça sortait comme ça, fluide. Ça coulait. En tous les cas, dans une langue, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un traducteur, mais dans une langue quand même d'un anglais de très haute qualité. Il faut dire qu'il avait une vraie culture, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Il avait une vraie culture, une vraie connaissance des lettres. Il a fait à la fois des études d'art graphique et également des études de littérature. Donc, il associait tout ça, en fait. Dernière question rapide, parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous nous avez dit qu'il y a plusieurs manières de rentrer. Vous, celui que vous préférez? Chaucer. Son livre sur le poète Chaucer, où je trouve qu'il y a tout de Chesterton. Donc qui est une monographie, mais où il y a tout donc Chesterton. C'est une biographie de ce poète de la fin du Moyen-Âge. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, et qui est très chestertonien. On est très très loin de Chesterton en réalité. Mais on y est très très près en fait. Chaucer. Et vous? Celui que vous auriez aimé traduire? Oui, mais il y en a plein. Celui que j'aurais aimé traduire, peut-être Le Retour de Don Quichotte, qui est un... C'est le nom que je cherchais. C'est celui que vous cherchez. Voilà. Magnifique. Ouais. Qui est un roman assez extraordinaire dans lequel on a accès à tout son romantisme, à tout son amour du loufoque et en même temps une vraie plongée dans sa pensée politique. Donc il arrive à tout tenir d'un seul bloc dans un roman court qui est très vivifiant et très beau. Eh bien, merci. Voilà des bonnes suggestions de cadeaux pour Noël, puisque l'Avent, c'est aussi ça. Donc, offrez Chesterton chez Des Clés de Brouwer. Et puis aussi, vous avez le nom de votre essai sur Chesterton. Pour le réenchantement du monde, une petite introduction à Chesterton, c'est chez un éditeur qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qu'on trouve encore aujourd'hui. Très bien. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série L'Avent.